Chaleur suffocante, violente tempête de sable, 4500 km d'élongation, ou l'équivalent d'une zone aussi vaste que l'Europe. Ce décor n'est autre que celui de l'opération Barkhane, conduite au cœur de la bande sahélo-saharienne depuis août 2014. Dans ce contexte, et face à un ennemi insaisissable, la lutte contre les groupes armés terroristes relève du défi permanent et rend les actions aéroterrestres incontournables. Appui-feu, attaque, renseignement, transport de troupes ou de matériel, évacuation sanitaire, les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre jouent un rôle essentiel au Sahel. Alors pour mieux comprendre ce qu'est l'aérocombat, nous avons suivi Stéphanie, mécanicienne contrôleur sur Caïman, Quentin, jeune pilote de Puma fraîchement sorti d'école, Loïs, tireur d'élite au sein du groupement Commando Montagne, et Damien, pilote de Tigre, dernier fleuron des hélicoptères d'attaque. Pendant 4 mois au Mali, nous avons vécu au rythme de ces militaires, combattants de la 3e dimension. C'est à un poste de commandement temporaire de l'opération Barkhane que nous faisons la connaissance du lieutenant-colonel Meunier, le commandant du groupement tactique des aires spécialisées dans l'aérocombat. Le GTDA regroupe plus de 300 personnes issues de toutes les armes globalement et de toutes les couleurs de l'armée de terre. C'est bien un groupement totalement interarmes que j'ai l'honneur de commander. Ces missions reprennent l'ensemble des spectres des missions d'aérocombat auxquelles sont adjointes la capacité du groupe Commando Montagne qui permet d'utiliser des modes d'action typiquement commando en interaction avec nos hélicoptères. Le groupement Commando Montagne est régulièrement engagé en terrain hostile. Ces soldats sont capables d'agir en tout temps et en tout lieu et maîtrisent parfaitement les techniques de l'aérocombat. En opération, ils mènent des missions d'interception aéroportée, de renseignement ou d'assaut. Loïs est l'un d'entre eux. Engagé il y a seulement 4 ans, ce jeune caporal totalise déjà 3 départs en opération extérieure, dont 2 sur le terrain malien. On travaille beaucoup avec la latte, ce qui nous permet d'avoir de grandes élongations et on travaille vraiment main dans la main avec eux autant qu'on peut pour pouvoir bénéficier d'une action commando presque n'importe où. C'est hyper intéressant. Les hélicos vont être choisis en fonction des missions qui vont arriver. Pour de la FTE, on va souvent partir plutôt avec une gazelle. Ça peut arriver en Cougar, mais principalement la gazelle. Et pour embarquer tous les équipiers commando, ça va être du Puma, du Cougar ou du NH. Le GCM, avec la latte, on est très polyvalent dans les missions. Cette adaptabilité est rendue possible notamment grâce aux manœuvres d'aérocordage. Au moyen d'une corde lisse ou d'une grappe, ils peuvent rejoindre des zones inaccessibles ou extraire des hommes en zone de combat. Ces techniques pointues demandent une solide condition physique et des heures d'entraînement. En s'appuyant sur ces hommes, le commandement de l'opération Barkhane dispose d'une force de réserve capable de réagir vite et fort en cas d'urgence. Notre cœur de métier ici au Mali, c'est de pouvoir travailler sur ordre, de pouvoir partir à n'importe quel moment, être en alerte 24 heures sur 24, jour comme nuit. Et on est toujours prêt à ça, tous nos équipements sont prêts. Je suis équipé d'un HK417, c'est un fusil semi-automatique en 7,62. Il est équipé d'une Elcan, c'est un optique qui grossit de 1 à 4 fois. Et c'est une très bonne optique qui nous permet d'avoir une assez bonne vue sur les missions d'AFTE.
Mon rôle pour la mission d'aujourd'hui va être d'embarquer dans une gazelle pour pouvoir protéger un NH90 qui va faire un bond pour aller ravitailler une équipe du groupement commando montagne. La gazelle AFTE va créer une bulle de sécurité autour des équipes qui sont au sol. Cette gazelle va faire des grands tours autour, aller voir un petit peu plus loin, histoire de vraiment sécuriser la zone, avoir du renseignement et pouvoir éventuellement appliquer des feux de précision sur un personnel ou des personnels. À bord de la gazelle, il faudra seulement 20 minutes pour allier le secteur d'opération. Au sol, le groupe de commando montagne à approvisionner assure depuis plusieurs jours un contrôle de zone en plein milieu du désert. Cet axe est particulièrement fréquenté par les terroristes qui veulent rejoindre le Niger. En cette période, au Mali, les températures avoisinent les 55 degrés. Les organismes sont mis à rude épreuve, tout comme les machines. Alors, pour veiller à leur bon fonctionnement, les équipes sont mobilisées en permanence. À Gao, nous rejoignons l'adjudant-chef Stéphanie, qui est chargé du maintien en condition opérationnelle des hélicoptères et plus particulièrement du NH90 Caïman. Mon travail de tous les jours sur le théâtre consiste à effectuer et à contrôler des tâches de maintenance, qu'elles soient curatives ou préventives. Et voilà, je travaille avec une équipe. Le but, c'est rendre de la disponibilité pour que nos pilotes puissent voler en toute sécurité. Le NH90, ce sont des entretiens à la pièce, établis sur un plan de maintenance plus des curatifs que l'équipage nous donne. En termes de maintenance, c'est beaucoup d'échanges à la pièce, beaucoup d'électronique, ça marche bien. En aéronautique, aucune place n'est laissée au hasard. Les examens sont nombreux, minutieux, implacables. La mécanicienne a très souvent le privilège de prendre les commandes du NH90. Non pas pour le piloter, mais pour procéder au contrôle des tâches de maintenance. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle faire un point fixe. On cover est safety. Enlever sur safety pit. Parfait, ACP connecté fond, les batteries mode normal. Oui. Le stand-by horizon est bien gadget. Oui. Ok, le light test performe, allez, Ok. je fais l'overhead. Oui, je peux. Partie centrale et basse. Et ok pour l'overhead. Cette opération, effectuée au sol, lui permet de vérifier le bon fonctionnement des moteurs très éprouvés dans le désert. Car l'un des ennemis de l'hélicoptère est bien la fine poussière de sable, particulièrement abrasive. Une fois le point fixe terminé, le pilote reprend sa place. Ensemble, ils partent pour une deuxième série de vérifications qui se fera, cette fois, dans les airs. On va faire un stationnaire de sécurité et un vol de sécurité pour vérifier un petit peu tout ce qui est mécanique de vol. Voir si véritablement tout ce qu'on a monté est bien monté et que ça ne s'enlève pas au moment où je vais mettre en puissance l'hélicoptère. Nous partons avec un pilote et moi-même, le contrôleur, à équipe réduite pour être en sécurité sur cette opération de vol. Le NH90 Caïman est le grand frère du Puma. Cet hélicoptère de manœuvre dernière génération peut embarquer 14 combattants, leur matériel et 5 membres d'équipage. Symbole de cette nouvelle génération d'appareils, il ne chasse pas pour autant le Puma, toujours en service et toujours aussi vaillant. Sur le tarmac de Gao, nous retrouverons justement le lieutenant Quentin, qui pilote cette infatigable machine. Avant chaque départ en mission, il vérifie toujours son équipement. En opération extérieure, un pilote emporte ce que l'on appelle une musette de survie 24 heures. À l'intérieur, une radio, une trousse de secours et suffisamment d'eau et de nourriture pour survivre en cas de crash. Comme n'importe quel soldat, il est armé et porte un gilet pare-balles. Pilote de Puma, on va dire qu'on travaille en équipage dans la machine. C'est le pilote, donc c'est ce que je suis sur cette opération, le commandant de bord qui est à gauche et le mécanicien navigant. Donc pour le commandant de bord, on va voir tout ce qui est gestion de la mission, la navigation, etc. Le pilote, on va dire que c'est plus ou moins l'exécutant, c'est-à-dire qu'il va se charger du choix de la trajectoire, de voler en sécurité. Le mécanicien navigant, il va être là, il fait partie de l'équipe, il va être pour tout ce qui est calcul d'autonomie, de la masse offerte pour les troupes.
Alors le Puma, c'est un hélicoptère d'ancienne génération. C'est-à-dire qu'on va dire par rapport au Caïman ou au Cougar qui sont plus récents, surtout le Caïman qui est de nouvelle génération, il va emporter un petit peu moins. Donc c'est une machine qui est assez vieille mais qui est fiable. Il est plus rustique parce que les mécanos le connaissent depuis 60 ans et que forcément c'est une machine qui a moins d'électronique par rapport au Caïman. Donc c'est peut-être plus facile à faire les premières réparations que sur le Caïman. C'est un petit peu comme comparer une 2 chevaux et une voiture moderne peut-être. Nous, on fait tout ce qui va être transport de personnes, transport de logistique. On peut faire du posé d'assaut, donc c'est-à-dire des poses de troupes au front. On a tout un panel de missions pour les hélicos de manœuvre. On peut monter jusqu'à 7 tonnes 4 avec une dérogation. Suivant les configurations qu'on met, on peut emporter plus ou moins de personnel. On peut monter jusqu'à 12. Après, tout ce qui va influer dessus, ça va être la température. Parce que plus la température est haute, plus les performances sont dégradées. L'altitude à laquelle on va travailler, si au Mali c'est pas trop gênant. Suivant ce qu'on va mettre en kérosène, si on a besoin d'aller loin ou pas trop loin. Voilà. Sur le théâtre, les Pumas effectuent de nombreux vols de liaison comme aujourd'hui en direction de Tessalit. Située à près de 600 km au nord de Gao, au cœur de l'Adrar des Ifoghas, Tessalit est la base française la plus au nord du Mali, près de la frontière algérienne. Cette zone, très fréquentée par les djihadistes, n'est pas sans danger pour les militaires. À bord du Puma, c'est donc le gunner qui assure la sécurité. Ces tireurs embarqués ont pour mission de renseigner, mais surtout de réaliser des tirs de précision en cas de menace. Rien n'a signalé ce jour-là. Tout s'est bien passé. Les soldats transportés ont pu débarquer sereinement pour rejoindre le camp de Tessalit, sur lequel ils vont vivre les 4 prochains mois. De retour sur le tarmac de Gao, les mécaniciens s'affairent autour d'un Tigre. La prochaine mission est imminente. Donc là, on se prépare à décoller. Alors, je viens récupérer mon équipement pour partir en vol. Et ensuite, donc on va faire le tour de la machine, un dernier check pour vérifier que tout fonctionne bien. Et on décollera. Voilà. Vous avez qu'à me suivre. Le lieutenant Damien, pilote de Tigre, en est à son 2e mandat au Mali. Lui aussi a son rituel immuable. C'est le tour d'hélico. Alors à l'intérieur du Tigre, il y a 2 membres d'équipage. Un pilote à l'avant, donc c'est un cockpit en tandem, et un chef de bord à l'arrière. Moi, mon boulot, c'est plus m'occuper de la trajectoire de l'hélicoptère et de l'hélicoptère en général. Et à l'arrière, donc le chef de bord, lui, il s'occupe plus de la gestion de la mission et de l'armement. Alors à partir du moment où je fais le tour de ma machine, donc juste avant de monter dedans, je m'isole complètement de tout ce qu'il y a à l'extérieur et je me concentre simplement sur la mission que j'ai à accomplir et sur mon travail en équipage avec mon chef de bord pour qu'on soit le plus synergique possible. C'est une machine high-tech, dans le sens où c'est un hélicoptère de nouvelle génération, mais elle est rustique parce que dans l'environnement dans lequel on évolue, elle tient plutôt bien et même si on a quelques pannes, c'est jamais très grave. Elle est puissante. Je connais assez peu d'hélicoptères qui peuvent décoller dans les conditions dans lesquelles on décolle. Donc charger quasiment à masse maximale et à une température avoisinant les 45 degrés. Et en dernier, je dirais qu'elle est agressive. Dans son look, quand on voit un tigre, on arrive tout de suite à identifier quel hélicoptère c'est, même s'il est loin. Le Tigre est entré en service dans la Latte il y a une dizaine d'années. En 2009, il est pour la première fois utilisé en Afghanistan. Il quittera ce théâtre d'opération 4 ans plus tard avec au compteur 4200 heures de vol en un peu plus de 600 missions. Alors les missions qu'on peut me confier, c'est très varié. Ça va de l'appui de troupes au sol, l'escorte, une escorte d'un autre hélicoptère par exemple, une reconnaissance d'un point ou d'une zone, même la destruction, la neutralisation d'un objectif militaire. Un exemple simple, on devait faire une simple escorte entre 2 bases de Barkhane. Et en fait, nous avons été redirigés et à partir de là, tout s'est déclenché très rapidement. On a dû faire 3 rotations, donc ça fait plus de 3h30 à chaque fois. Donc c'était assez exigeant et plutôt intense, mais j'ai beaucoup appris pendant cette expérience-là.
Alors les qualités pour être un bon pilote, j'en vois deux principales qui me sautent aux yeux. C'est d'abord la remise en question. On peut connaître beaucoup de choses, mais il y a toujours au moins autant à apprendre. En fonction des conditions, tout peut être remis en question. Donc la deuxième, c'est l'humilité. C'est pas parce qu'on a, je sais pas, 1000 heures de vol qu'on ne peut pas apprendre à chaque fois une nouvelle chose sur la machine. Cet oiseau de fer de plus de 6 tonnes, composé de Kevlar et de carbone, est un redoutable atout au combat. Une présence rassurante pour les troupes au sol, une arme de dissuasion massive pour l'adversaire. Et comme pour le reste de cette étrange ménagerie, caïman, gazelle, puma, cougar, sa disponibilité est un enjeu majeur. Au quotidien, la rapidité et l'agilité des hélicoptères permettent à la force Barkhane de s'affranchir des étendues gigantesques du Sahel et de ses obstacles. La lutte contre le terrorisme est aussi une guerre de mouvement. Le GTDA a effectivement cette capacité à aller vite, fort, loin, à agir rapidement. Les maintenanciers œuvrent jour, nuit, dès qu'il y a un moment de pause pour remettre en état nos hélicoptères et permettre ainsi à la force Barkhane de conserver une disponibilité maximale, une capacité de réaction optimale en fonction des missions. Tous, sans exception, sont des pions essentiels qui permettent au GTDA de conserver en permanence cet outil de combat. Sur un déploiement de 4 mois, chacun apprend à connaître ses limites. Dans bien des domaines, le terrain s'avère être formateur. Ce que je recherche, c'est un petit peu l'épanouissement de tout ce que j'ai appris, transmettre toutes les valeurs et la connaissance en fait, que j'ai acquise et travailler en équipe. À un moment donné, on vous donne une mission, il faut qu'elle soit aboutie dans un temps vraiment imparti et ça me plaît. Je pense que la meilleure qualité sur théâtre en tant que mécanicien, c'est l'humilité. Être humble, accepter d'avoir tort, accepter de revoir son jugement en équipe. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de personnes qui sachent plus de choses que d'autres. C'est un ensemble de personnes qui ont plein d'idées, plein de connaissances. Et le maillon de la sécurité, c'est une chaîne. Donc nous faisons partie d'un des maillons. Sur ce mandat, l'événement qui m'a un petit peu surprise et qui était une opération technique simple, mais qui s'est passée très rapidement, c'est le dépannage à Ménaka pour changer une roue. On nous a prévenu à 16h, 17h30 on embarquait pour nous amener à Ménaka. Ce soir-là, les équipes de mécaniciens embarquent sur Puma pour dépanner un caïman qui doit dès le lendemain partir en mission avec les commandos du GCR. On est arrivé à peu près à 19h. 19h, on a descendu nos caisses à outils avec une ambiance de théâtre qui était assez difficile. On ne s'en est même pas rendu compte parce que toute l'équipe derrière était là pour nous protéger et faire en sorte que l'hélicoptère retrouve sa disponibilité. En fait, sur cette roue, lors d'une intervention, ils ont roulé sur une pierre. En fait, le terrain est assez rude et cette pierre est rentrée dans cette matière de pneus et l'a en fait détériorée. Ce qui serait dangereux, en fait, ça serait un petit peu à l'image de votre voiture sur un pneu sous-gonflé, un éclatement à 130 km/h. Imaginez un hélicoptère à plus de 9 tonnes avec de l'équipage à bord, ça pourrait être catastrophique pour l'équipage. À chaque démontage et remontage d'une roue, on est obligé de regresser un coup les roulements en fait. On est venu changer la roue complète et après en maintenance à Gao, on changera le pneu de cette roue. Nous sommes rapides parce que nous prévoyons ce type de rechange. Le pneu que nous venons de monter, ce sont des équipements qu'on détermine comme pouvant être détériorés, donc on l'équipe déjà en avance de phase. Donc nous avons gagné beaucoup d'heures de maintenance et nous sommes prêts à intervenir pour des tâches critiques en fait, que nous pouvons faire sur le terrain.
l'illustration même de la souplesse d'emploi de ce détachement. Le jour s'est levé sur Ménaka et c'est en pleine séance de sport que nous retrouvons Loïs. Comme beaucoup de militaires, les commandos s'imposent une hygiène de vie stricte pour maintenir leur capacité physique. Endurance et robustesse sont les maîtres mots pour ces hommes habitués à être lourdement équipés. J'ai choisi le GCM parce que c'était l'unité phare de mon bataillon et il faut essayer de s'engager pour aller un petit peu toujours plus loin et ça permet d'évoluer aussi. Malgré mon jeune temps de service, ça m'a permis de garder un élan de tout le temps pour évoluer rapidement, c'est hyper intéressant. On privilégie une personne à un seul poste pour qu'il soit le plus performant possible. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait des personnes qui ont une double spécialité, comme je peux avoir. Je suis tireur longue distance et peut être utilisé en tant que chef cellule radio. Ça va permettre de faire le lien entre le DL, donc le DL tactique, les grands chefs, et l'équipe qui est au sol. Et ce, n'importe où, par des liaisons satellites, on arrive à sans cesse avoir la liaison avec nos chefs. Ce qui concerne par exemple l'équipier radio, on va dire, du groupe. Si, admettons, il se retrouve blessé, il faut qu'on puisse être capable de le remplacer efficacement. La polyvalence demandée à n'importe quel soldat est encore plus poussée dans le groupe. Les commandos doivent être capables de se réarticuler très rapidement en fonction des nouveaux paramètres de leur mission. Un très bon souvenir, l'année dernière, à peine arrivé sur le théâtre, on a directement été envoyé pour intercepter un mobile avec 3 personnels à l'intérieur qui se sont révélés très intéressants au niveau du renseignement. Dès l'arrivée, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être des moments de latence et on est envoyé directement sur le cœur de métier, ce sur quoi on s'est entraîné pendant longtemps et c'est une espèce de récompense avec en plus à la clé un résultat. C'est un super souvenir. De son côté, Quentin, le pilote de Puma, attend beaucoup de sa première mission en opération extérieure. On va dire que c'est un petit peu une découverte d'un monde inconnu puisque moi je sors de quasiment 9 ans d'école. Donc ça va être la découverte de ce qui se passe vraiment en mission. Ça va être la première mise en application réelle de tout ce qu'on va apprendre en école, notamment des choses toutes bêtes comme voler par un temps lourd et chaud. C'est des choses qu'on apprend en école mais qu'on ne pratique pas. Puis ça va être confronté à la réalité du métier. Vers l'avant, vous voyez on est à 1. On passe au coup. On est sur un 70 cohérent. Les altimètres 9, 8, 3, c'est beau. Je suis à 9, 8, 3, pareil. Je vais mettre à 1020, je pense que ce sera à ça. S'accommoder des contraintes du terrain fait désormais partie de son quotidien. Mais voler de nuit reste un exercice de haute technicité et donc risqué. On travaille en jumelle de vision nocturne. C'est la première fois moi, que je voyais une nuit aussi sombre, puisque la nuit africaine est beaucoup plus sombre. On a moins de grosses villes, donc beaucoup moins de réflexions lumineuses. Il y a beaucoup de sable qui est en suspens, donc ça fait une nuit qui est assez laiteuse, assez brumeuse. Pareil, quand on va se poser, quand on arrive près du sol, on a le sable qui a tendance à se soulever et qui masque complètement les références. On n'a pas de pilote automatique 4 axes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas verrouiller notre position verticale et descendre tout droit. On est obligé de faire ça au manuel. Ça peut être assez compliqué. Les semaines passées avec ces hommes et ces femmes nous ont permis de mieux appréhender l'apport de ces spécialistes de l'aérocombat à la force Barkhane. Comment un chef ne pourrait-il pas être fier de ces hommes? Évidemment, je suis extrêmement fier de tout ce qu'ils font. Ils le montrent au quotidien, leur entière implication, leur entier dévouement à la mission. Ils sont sincèrement exceptionnels. Ce que je veux leur dire, c'est que je suis particulièrement fier d'eux, bien entendu, que je sais qu'ils servent fièrement les armes de la France, qu'ils sont totalement dévoués à leur mission jusqu'au sacrifice ultime s'il le faut. Encore aujourd'hui, le théâtre malien reste dangereux pour les troupes françaises. Le décès de 2 soldats du 1er régiment de Spahi au cours de ce mandat en est malheureusement la triste illustration. Avec pas moins de 2600 heures de vol,
20 000 heures de maintenance et une cinquantaine d'évacuations sanitaires au profit des soldats français et des forces partenaires, le groupement tactique des airs Aérocombat Omboré 18 a su s'affranchir des contraintes du terrain pour remplir sa mission. Depuis août dernier, 3 hélicoptères Chinook de la Royal Air Force ont rejoint la plateforme de Gao, concrétisant ainsi les accords de coopération militaire entre le Royaume-Uni et la France et permettant à la force Barkhane d'augmenter considérablement ses capacités d'aéromobilité. De leur côté, Stéphanie, Quentin, Loïs et Damien sont rentrés en France retrouver leurs proches et se préparent pour de prochains départs.